L'existence et le temps, voilà un des plus passionnants des sujets de la philosophie. C'est assez métaphysique, mais c'est tout à fait compréhensible, surtout quand on s'appuie sur certains philosophes. Faut-il d'abord définir ce qu'est l'existence et le temps? L'existence, c'est le fait d'être dans un espace, d'occuper un espace, qu'on soit mort ou vivant. L'humain a d'ailleurs la particularité d'avoir conscience qu'il occupe cet espace. On estime que les animaux ne l'ont pas tout à fait. Le temps, quant à lui, c'est ce qui passe. C'est un mouvement perpétuel, c'est un devenir perpétuel. Comme disait Héraclite, tout est dans un devenir perpétuel. Vous vous souvenez, tu ne te baigneras jamais deux fois dans le même fleuve. Ainsi, je vais m'attacher à répondre aux questions sur l'existence et le temps à travers deux problématiques. D'abord, le temps existe-t-il? Et puis, s'il existe, que faire du temps de son existence? On va d'abord se focaliser sur l'existence du temps et voir ce qu'ont dit certains philosophes sur la question. On va commencer et remonter il y a quelques années avec Aristote, disciple de Platon, disciple de Socrate, le master de la philosophie. Et Aristote dit que le temps existe en ceci qu'il est un mouvement perpétuel. C'est un mouvement dans l'esprit et aussi dans l'espace. Il y a toujours un mouvement dans notre pensée. S'il n'y avait pas de mouvement, notre pensée serait fixe et focalisée sur un seul sujet. Mais puisque notre pensée évolue en fonction de ce qu'on pense, il y a bien un mouvement qui se fait. Un mouvement dans le temps. Et autrement dans l'espace. Si un sujet va d'un point A à un point B, il y a eu déplacement. Et ce déplacement est dû au fait qu'il y a un mouvement dans le temps. Autrement, on peut le voir à travers des outils. Aujourd'hui, on a les montres. Mais du temps d'Aristote, on avait par exemple les clepsydres. Et autrement, le temps est nombrable. On peut le découper. On le découpe en minutes, secondes, en heures, en jours. Et comment pourrait-on découper quelque chose qui n'existe pas? Ainsi, si on arrive à fractionner le temps, c'est parce qu'il existe. Et il existe indépendamment que si on le nombre ou on le nombre pas. Quelques années plus tard, nous retrouvons Newton. Newton qui est davantage un scientifique qu'un philosophe, mais qui va apporter une réponse supplémentaire quant à la question de l'existence du temps. Newton a d'ailleurs réalisé une formule utilisant la donnée du temps. Parce que oui, le temps est une donnée pour lui. Au-delà d'une donnée, ainsi le temps existe absolument de façon universelle, uniforme, unique et invariable. Le temps est linéaire, c'est une donnée universelle, ce pourquoi on peut l'utiliser. Et puis en plus, vous voyez bien que ça marche. Et comme le veut un courant américain qui est tout à fait chatoyant, si ça marche, c'est que c'est vrai. On appelle ça l'utilitarisme. On n'utilise pas beaucoup l'Amérique en philosophie, il y a peut-être une raison là-dessus. On voit donc à travers ces deux esprits que le temps existe indépendamment de si on le remarque ou pas. Et d'ailleurs, nous avons pris ce temps en tant que donnée, en tant que quelque chose qui existe indépendamment de nous. Mais peut-on réellement savoir ce qu'est le temps? Et là-dessus, plusieurs ont essayé de définir ce qu'est le temps pour nous. À l'image de Saint Augustin, qui va dire « Qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais, mais que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Il part donc sur la théorie d'un temps psychologique, un temps dont on ferait l'expérience, mais qu'on ne saurait pas définir. Il y a bien un passé qui anéantit le temps présent, mais un futur qui n'existe pas encore. Vous l'aurez compris, on vit en néantisation totale, entre un passé qui devient rien et un futur qui n'est pas encore. Et d'ailleurs, on cherche à atteindre ces deux temps dans lesquels nous ne sommes pas, par les souvenirs ou par l'imagination. Saint Augustin fait donc le constat que le temps existe, mais sous une forme subjective. On en fait l'expérience, le constat, mais on n'arrive pas à définir ce que c'est. Et d'autant plus que le temps n'est pas un objet, c'est pour ça qu'il est insaisissable et indéfinissable. Objectum, ça veut dire devant soi. Le temps n'étant pas un objet, il n'est pas devant soi, et quelque chose qui n'est pas devant soi, c'est là une chose plus compliquée à définir. Le temps existerait donc, mais de façon subjective. Mais aussi faut-il s'interroger sur l'essence du temps. Qu'est-ce qui le compose? Qu'est-ce qu'il est? N'est-ce vraiment qu'une expérience? Et c'est là que réintervient Kant, chérie. Et lui va assimiler le sujet et le temps. Nous sommes par exemple des sujets. D'ailleurs, remarquez que le sujet a un double sens. On peut être sujet en tant que maître qui gouverne, mais on parle bien de sujet du roi, qui sont soumis à un autre sujet plus fort. Ainsi, pour comprendre la théorie de Kant, il faut savoir sa vision du monde. C'est comme plein de pages d'un livre qu'une bibliothécaire va prendre, va mettre ensemble pour en faire un livre compréhensible. Ces pages déchirées sont des noumens, la bibliothécaire une donnée a priori, et le livre complet un phénomène que l'on peut comprendre. Le temps serait donc de l'ordre de la bibliothécaire, d'une donnée a priori. Et ça en devient donc une condition pour comprendre le monde. Sinon, on aurait plein de phénomènes qu'on ne saurait pas comment traiter et qu'on ne saurait pas interpréter en tant que phénomène. Le temps est donc intrinsèque au sujet, il fait partie de lui. C'est une donnée du sujet universelle, à savoir valable pour tous les hommes. Et n'a en ce cas aucune réalité objective. Elle n'est pas autre que nous, elle est intrinsèque à nous. Vient ensuite Bergson. Bergson va distinguer deux types de temps. Le temps spatialisé, celui qu'on découpe, celui de ma montre, et le temps duré, à savoir le temps perçu. Par exemple, une heure de cours ne va pas passer de la même façon pour un individu A et B, parce que leur durée ne sera pas la même. Leur perception du temps est différente, et non la spatialisation du temps. Une heure sera toujours uniforme, comme le disait Newton, une heure est égale à une heure, et c'est là valable pour tous les hommes et dans le monde entier. Et Bergson va nous dire que oui, c'est vrai, mais ce temps-là, c'est un temps spatialisé et faux. Faux dans le sens, certes, pratique, mais n'est pas le temps tel qu'il est, le temps perçu par chacun. On peut par exemple arrêter une montre
Mais cela signifie pas pourtant qu'on arrête le temps. Si tant est que le temps de la montre n'est qu'un découpage du temps qu'on a fait. Le temps donc existe, mais il ne faut pas se tromper sur sa nature et distinguer le temps fictif, inventé et découpé dans l'espace et le temps duré, même si le premier est plus utile que le deuxième. Voyez-moi, si vous donnez à quelqu'un un rendez-vous en disant on soit dans une courte durée. Ouais, ok, on se fait ça, allez, à tout. je doute fort que les deux personnes arrivent en même temps. Alors que si vous dites à quelqu'un rendez-vous dans une heure, a priori s'il se gourre pas dans la découpe de l'espace, ça devrait le faire. Le temps existe donc, même s'il ne faut pas se tromper sur sa nature. Mais alors, qu'est-ce que je dois en faire? C'est là où intervient le superbe Épicure. Et qui part d'une chose très factuelle. Quand je suis là, la mort n'est pas. Quand la mort est, je suis plus. À savoir, on est, on vit, on meurt. Et quand on meurt, on n'est pas. La mort n'étant pas la vie, c'est là inutile de la craindre, puisqu'elle n'est pas ce qu'on aime maintenant. Et le fait est que par l'éducation, par la religion ou par la culture de la société, on nous apprend qu'il faut avoir peur de la mort. Alors que c'est stupide. On a quoi? Peur de la souffrance? Bah non, puisqu'on peut souffrir que quand on est en vie. Si on est mort, on souffre pas. Alors oui, on peut avoir de l'approche de la mort. Si jamais on va nous torturer, nous faire brûler sur un feu, je doute qu'on soit en ataraxie totale. Mais c'est là inutile de craindre la mort en tant que telle. Étant donné qu'à chaque fois qu'on vit, on meurt, il faut comprendre ça et aller au-delà. Il faut comprendre comment le monde marche. Et une vie humaine implique la mort quoi qu'il arrive. Il ne faut pas s'imaginer une vie après la mort, vu que la mort est la fin de notre existence. Il faut nous déshabituer de toute la mythologie qui a été créée autour de ça et vivre en paix. On ne peut pas être sûr de vivre après la mort, alors qu'on peut être sûr de vivre quand on vit. Vous vous souvenez le cogito de Descartes? Je pense donc je suis... Je peux douter de tout sauf du fait que j'existe. Et bah ça se rejoint, étant donné qu'on existe maintenant, il faut vivre maintenant sans avoir une angoisse de la mort qui n'est pas nous. Cette thèse me tient à cœur, oui, elle élève un peu les esprits, j'aime bien ça. En plus, il faut se détacher de la religion comme elle est faite aujourd'hui, c'est pas tellement mal. Le sens de la vie ne réside pas en sa durée, avoir peur d'avoir une vie longue ou courte, mais dans sa qualité. Mieux vaut-il avoir une courte vie et en jouir parfaitement, en avoir une très longue et en souffrir tout le long. Par ailleurs, Épicure démonte un cliché comme quoi seuls les vieux seraient sages. Un jeune peut tout autant être sage et un vieux peut tout autant être débile. Tout ce qu'on acquiert avec l'âge, c'est de l'expérience de vie, soit. Mais la sagesse et la pensée, ça peut s'acquérir à tous les âges. Et il n'y a pas d'impératif à être vieux pour être savant, enfin acquérir la vertu quoi. Donc ne perdons pas notre temps à angoisser d'une chose qui n'est pas notre vie. Et c'est là où arrive Pascal. Pascal qui vous dit à tous que vous avez peur de la mort et que vous essayez de pas y penser. On se divertit quoi. Et quel meilleur divertissement que de vivre dans d'autres temps que le nôtre. C'est génial, n'est-il pas? On va se remémorer nos souvenirs pour nous rappeler des bons moments, mais qui ne sont plus. Et on va essayer d'atteindre le futur, de l'anticiper afin de le contrôler et ne pas penser au présent. On est impatient à l'égard du futur. Et on se remémore la nostalgie du passé. Et qu'en est-il pour le présent alors? Ah, le présent, ça sert à se rappeler du passé pour faire le futur, non? Ça se tient. C'est là où Pascal nous dit qu'on ne se focalise jamais sur le présent, même dans des moments de bonheur, nous ne sommes pas joyeux. Pour la simple et bonne raison que notre bonheur actuel est en train de devenir passé. Et en cherchant à anticiper le futur, eh ben on oublie notre présent, qui nous rappelle qu'un jour, on peut ne plus être. Bah oui, parce que le futur, la seule chose dont on est certain, c'est qu'un jour on va... couper les moteurs. On peut pas être sûr que la fête qu'on a prévue samedi prochain sera bien réalisée. On peut être sûr qu'un jour, comme le disait ce cher Verlaine, la vraie vie est absente. Bon d'accord, lui il parlait du rêve, mais quand même ça va dans le même sens. Vous mettez ça dans une petite disserte de philo, ça passe crème, vous en faites pas. Si vous précisez en plus, alors là. Donc Pascal tire la sonnette d'alarme et nous dit de vivre dans le moment présent, de pas perdre notre temps dans tous les sens, à travers le jeu, les désirs, le travail. Oui, le travail, oui. Et encore moins dans la perte temporelle qui sert à s'échapper de ce présent dans lequel on vit. Et d'ailleurs, la philosophie n'est pas un divertissement, bien entendu, vu qu'elle nous permet à atteindre une élévation d'esprit et se rapprocher de Dieu. Et comme le disait Pascal, le malheur vient d'une seule chose, et c'est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Oui, parce qu'on angoisse, on a peur de mourir, vous vous rappelez. Et les enfants, saisissez le temps de votre existence avant qu'il ne vous échappe. D'autant plus que vous êtes libre de vos choix. On est libre de chaque décision que l'on fait, dont la décision de se focaliser sur d'autres divertissements. Sartre dit ainsi: l'homme n'est pas un coupe-papier. Le coupe-papier, c'est quelque chose qui a été conçu avant d'exister. Et l'homme n'est pas conçu avant d'exister. Il existe, puis il se conçoit. Il se conçoit à travers ses choix. Des choix libres qui n'appartiennent qu'à lui-même. Au passage, les animaux, pour lui, ont quand même quelque chose avant leur existence, à savoir l'instinct. L'instinct va guider leur existence. Nous, on l'a même pas. En fait, on n'est même rien. On n'a rien, on est un néant. Et puisqu'on est un néant, on peut tout devenir. C'est génial, non? On n'a aucun chemin imposé, du coup, on peut tous les prendre. Et tenter qu'il y ait des chemins. Oui, on peut être contraint entre deux chemins,
Mais c'est toujours soi qui décidera lequel des deux chemins prendre. Admettons qu'un homme doive aller à la guerre. Même s'il ne veut pas, il a toujours le choix de se tuer avant. Alors oui, c'est pas funny, mais c'est toujours lui qui décidera s'il ira à la guerre ou si... couper les moteurs, vous vous rappelez. Et ainsi, puisque l'homme n'est rien et donc tout, il a un libre arbitre total sur les actions qu'il va mener. Et c'est lui qui guidera ce qu'il fera du temps de son existence. Nous n'avons pas d'essence prédéfinie, mais c'est nous qui la définissons. Et cette essence n'est jamais captive. Quand je ferai la vidéo sur Retrouver, vous comprendrez pourquoi cette essence est libre et qu'on ne veut pas l'enfermer. Il y a une seule chose qui peut enfermer notre essence, c'est la mort. Et tous les choix qu'on aura fait durant notre vie définiront l'essence figée que l'on aura de nous après la vie. Et donc, pour récapituler le tout, on a d'abord pu penser que le temps était une donnée objective et mesurable. Cependant, on a vu qu'on fait davantage une expérience du temps qu'un subissement du temps objectif, que c'est là une donnée qui nous permet de saisir le monde et qu'on l'éprouve sous la forme de la durée. Bien qu'un temps spatialisé existe, mais c'est là une chose uniquement pratique. Mais nous devons tout de même nous rappeler que le temps n'est pas infini et que nous devons éviter de le gaspiller dans un divertissement, et par ailleurs que nous sommes responsables des décisions que l'on prend et de la manière dont on utilise le temps de son existence. Ainsi, j'espère que vous avez trouvé un certain intérêt dans cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, ne vous divertissez pas dans le temps. Namasté.